point culminant de la présidence des BRICS par la Fédération de Russie. Je dois dire que la Russie a rempli ses engagements de manière responsable à la présidence des BRICS, avec plus de 200 événements dans 13 villes russes. Dans 13 villes russes, donc en présence de ministres, avec des organisations de conférences, de séminaires, de forums économiques, également des jeux sportifs qui ont connu un grand succès. Nous avons travaillé pour la première fois en format élargi et nous avons fait tout ce qui était possible pour que les nouveaux membres de l'organisation puissent s'intégrer rapidement et rejoindre la famille. Et cela a fonctionné. Les nouveaux participants ont vu et ont compris que les BRICS donnaient des résultats. Ils ont ressenti le fait qu'une union existe. Et ce qui est important, c'est que le respect mutuel et les intérêts, la prise en compte des intérêts de chacun a prévalu. Nous notons avec satisfaction qu'une part active a été prise avec des échanges d'idées, des initiatives. Et ce qui concerne le sommet de Kazan directement, des délégations de 31 pays, de 31 États ont pris part, ainsi que 6 organisations internationales. Une telle représentation en dit long sur l'autorité et le rôle des BRICS, ainsi que l'intérêt croissant envers cette union, envers une organisation d'États souverains, authentiquement souverains. Il y a eu des échanges sur la croissance, l'histoire, la culture, les questions de modèle économique, la diversité des civilisations, la prise en compte de traditions nationales uniques. Tout ceci constitue un potentiel important de collaboration dans le cadre des BRICS et cela permet à des gens qui partagent les mêmes principes de discuter. Le programme du sommet a été consacré dans son format étroit aux questions d'actualité et aux perspectives d'élargissement des partenariats dans 3 domaines essentiels: la politique de sécurité, les échanges commerciaux et les investissements et les questions d'éducation et de culture. Ensuite, il y a eu le format BRICS+. Ce format a très bien fonctionné et a donné la possibilité d'un dialogue direct pour les pays du sud et de l'est de la planète sur un certain nombre de questions. La Russie a invité les dirigeants de la CEI ainsi que des délégations d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine comme acteurs, ainsi que des acteurs exécutifs des organisations internationales. Nous avons mis l'accent, bien sûr, sur les questions liées au Proche-Orient. Nous avons examiné les perspectives de coopération dans le cadre des BRICS, dans l'intérêt d'un développement durable. Il est important que tout le monde ait pris part à cet événement. Comme je l'ai dit, c'est une tradition. Ceci a permis de s'exprimer dans une atmosphère de compréhension mutuelle. Nous avons, au cours de ces 3 jours, pu discuter des questions, d'une série très importante de questions. À l'issue du sommet, nous avons approuvé à Kazan Nous avons travaillé à l'avenir également. Il est important que tous nos États aient discuté du monde multipolaire et de l'ordre multipolaire en respectant la Charte des Nations Unies. Nous avons fixé la volonté de sanctions légitimes
Les États des BRICS s'appuient sur le renforcement du partenariat dans le domaine financier. Nous poursuivrons notre communication interbancaire pour ne plus dépendre des mécanismes liés aux devises nationales. Avec les collègues, nous avons discuté en détail des possibilités d'efforts conjoints en matière d'investissement dans les domaines de la croissance économique pour les États des BRICS et les États du Sud et de l'Est de la planète. Nous avons parlé de la nouvelle banque de développement avec sa présidente Dilma Rousseff. La Russie a proposé de prolonger cette présidence avec donc et de conserver la présidence au Brésil avec sa présidente actuelle. Du reste, l'année prochaine, c'est le Brésil qui succédera à la Russie à la présidence des BRICS. Et je ne cache pas que, à partir, bien que nous ne voulons pas que nous ne voulons pas transférer nos propres problèmes aux institutions. Nos problèmes, nous les résolvons nous-mêmes. Ensuite, il s'agit de renforcer la coopération, réaliser des nouveaux projets dans le domaine de l'industrie, la logistique, les hautes technologies et autres. Et bien sûr, il s'agit de stimuler entre nos pays les échanges culturels, sportifs et les échanges civiques. Les BRICS revêtent un format ouvert à tous et nous sommes prêts à travailler avec tous sans dictat de l'extérieur et sans tentative d'imposer à qui que ce soit quelque démarche que ce soit. Les BRICS ne peuvent pas se passer de cette coopération. Nous voulons être attentifs à l'élargissement des BRICS avec des nouvelles catégories, des États partenaires. Les dirigeants des délégations ont beaucoup communiqué de manière officieuse et informelle. Nous avons eu beaucoup de contacts et il y a eu beaucoup d'entretiens. Nous avons essayé avec la délégation et avec les dirigeants de la majorité des pays participants de discuter ensemble. Mesdames, Messieurs, le sommet est terminé. J'aimerais une fois encore remercier l'ensemble des collègues qui se sont rendus à Kazan de leur contribution à notre travail commun. Et je veux noter que tout cela a eu un certain poids. Il y a eu un véritable soutien de la part des partenaires. Mais la fin du sommet ne signifie pas la fin de la présidence des BRICS. D'ici la fin de l'année, il y aura d'autres événements. Le mois prochain, nous transférerons la présidence au Brésil. Nous poursuivrons notre coordination entre les partenaires des BRICS dans le but de renforcer la collaboration et le partenariat dans le cadre de notre union. Nous remercions le Tatarstan, le maire de Kazan, qui a offert des conditions très confortables. Nous remercions les habitants de Kazan qui ont dû subir quelques difficultés liées à cet événement, mais je veux garantir que ces épreuves ne sont pas pour rien et je veux remercier pour les conditions extrêmement favorables à notre travail. Je voudrais m'excuser, nous ne pourrons pas discuter longtemps, nous ne pourrons pas répondre longtemps à vos questions parce que j'ai encore à mon agenda de nombreuses rencontres bilatérales. C'est pourquoi je ne peux pas forcer les collègues à attendre. Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. La première chaîne de télévision russe, allez-y. Dites-nous plus en détail, vous avez discuté des questions d'investissement, d'une plateforme d'investissement, et on a également discuté de la création de systèmes de paiement alternatifs. Il a été question d'une alternative au SWIFT. Le président. Eh bien,
S'agissant du SWIFT et de ses alternatives, nous n'avons pas créé et nous ne créerons pas d'alternatives. Mais cela dit, la question est importante. Aujourd'hui, il y a le problème des comptes et nous avons discuté de la question des devises nationales. Nous utilisons l'échange d'informations financières créé par la Banque centrale de la Russie. Les BRICS ont leur propre système et nous allons utiliser ces systèmes. Nous les utilisons déjà, mais nous allons développer cette coopération. Pour ce qui est d'un système commun distinct, nous, pour l'instant, nous n'avons pas créé un tel système, mais il faudra prendre des décisions le moment venu, et c'est des choses qui ont été discutées, et nous irons sur cette voie. Allez-y. Y a-t-il d'autres questions? Au deuxième rang, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le Forum de Kazan est le premier sommet des BRICS, non seulement à 5, mais dans sa nouvelle configuration. Donc, vous avez pu discuter avec les collègues, mais les gens étaient prêts à travailler. D'autres de vos collègues ont pu travailler dans un format de partenariat. À cet égard, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulent les travaux et comment va se passer l'élargissement des BRICS après Kazan? Oui, nous l'avons dit, l'intérêt en faveur du travail de notre union est important suite à l'événement de Kazan. Nous avons adopté avec les partenaires le fait qu'il y aura une première étape d'élargissement. Nous allons créer une liste de pays partenaires. Cette liste a été adoptée. Il y a eu des discussions hier et aujourd'hui, des propositions avec des demandes d'adhésion aux BRICS dans son plein format. Mais les choses vont se développer comme suit. L'invitation et les propositions des futurs partenaires qui participeront à notre travail, participeront en cette qualité, et ceux qui auront reçu une réponse positive, eh bien, c'est ceux qui se trouvent sur cette liste. Alors, il ne serait pas correct de vous faire part à ce stade de davantage de détails, mais il y a des demandes, et ces demandes se sont faites de manière souveraine. Deuxième rang également. Izvestia, hein, c'est ça? Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, bonjour. Nous savons que on a parlé du conflit en Ukraine. Donc, qu'en est-il? Comment les partenariats se construisent autour de ce conflit? Et est-ce qu'on a parlé? Est-ce que notre pays était soutenu? Tout est fait pour que le conflit se termine le plus vite possible et tout le monde veut la paix. La République populaire de Chine et le Brésil ont pris des initiatives, vous le savez, au cours de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et beaucoup de pays des BRICS ont soutenu cette initiative. Nous remercions nos partenaires de l'attention qu'ils accordent à ce conflit et à ses solutions. Allez-y. Je vois NBC, je crois. Hein, NBC. Allez-y, je vous en prie. Donnez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, NBC News. Monsieur le Président, certaines images montrent qu'il y a des troupes nord-coréennes en Russie. Qu'est-ce qu'elles font? Et est-ce que cela ne risque pas d'aboutir à une escalade massive? Monsieur le Président, nous sommes à quelques semaines des élections américaines. La Russie est accusée d'ingérence. Il paraît qu'il y aurait eu des conversations avec l'ancien président Trump. Est-ce que vous avez effectivement parlé avec lui?
Alors, je vais d'abord commencer par la première partie de votre question. Les images. S'il y a des images, c'est qu'il y a quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas la Russie qui provoque l'escalade en Ukraine. C'est le coup d'État soutenu par les États-Unis. Nous l'avons dit, même les États-Unis ont dit combien d'argent cela avait coûté pour préparer et organiser ce coup d'État. Donc, ensuite, pendant 8 ans, ils ont menti sur le fait qu'ils voulaient résoudre le conflit de manière pacifique par l'intermédiaire des accords de Minsk. Et beaucoup de dirigeants de l'Europe l'ont dit, ont dit qu'ils nous ont menti, ils ont utilisé ce temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Voilà, maintenant. L'escalade s'est poursuivie par le fait que les pays occidentaux ont continué à armer l'Ukraine. Et ils ont pris part, des pays, des forces armées, des soldats de l'OTAN ont pris part. Nous savons comment cela se fait, par le lancement de drones en mer Noire. Nous savons qui est présent et quels pays sont présents et comment ils font ce travail. Même chose pour les instructeurs. Ce n'est pas des militaires, c'est des membres des forces armées avec des armes contemporaines comme Storm Shadow et autres missiles. Donc il y a véritablement il y a des programmes de garantie et seulement directement, ce sont des officiers de l'OTAN. S'agissant de nos relations avec la Corée du Nord, eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons ratifié un accord de partenariat et il y a l'article 4. Et nous ne doutons pas que les dirigeants de Corée du Nord se comportent de façon sérieuse vis-à-vis de cet accord. Comment nous allons l'appliquer, c'est notre problème. D'abord, il faut conduire des négociations quant à l'application de cet article 4 de notre accord. Nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens et nous allons voir comment va se développer ce processus. Pour ce qui est de l'armée, eh bien, tout ceci est bien connu. Les choses vont de l'avant sur toute la ligne de front et nous travaillons également dans la région de Koursk. Nous avons encerclé 2000 personnes dans la région de Koursk et il s'agit de débloquer. Donc on essaie de débloquer les Ukrainiens essaient de débloquer ce groupe de l'extérieur et nous voulons travailler à l'élimination de ce groupe. Pour ce qui est des contacts avec M. Trump, vous voyez comment tout le monde nous accuse et accuse Trump d'avoir des liens avec la Russie et suite aux enquêtes, eh bien, tout le monde est arrivé à la conclusion, y compris le Congrès, que c'était une plaisanterie, qu'il n'y a jamais eu une telle chose, ni avant et ni maintenant. Comment vont se construire les relations russo-américaines après les élections, cela dépendra des États-Unis. Les États-Unis vont fonctionner de façon ouverte avec la Russie et nous ferons les mêmes choses. Et c'est tout. Mais ce sera le choix du gouvernement successif. Pavel Zarubin, je vous donne la parole.
Bonsoir. La chaîne de télévision Rossiya. Pour continuer ce sujet de Donald Trump, ce candidat à la présidentielle américaine, il a déclaré que lors de l'échange téléphonique avec vous, il a menacé de frapper le centre-ville de Moscou. Est-ce que cela est vrai et comment trouvez-vous la situation dans la grande politique où des personnalités publiques s'expriment comme ça? Et une autre question concernant les BRICS. Est-ce que vous sentez isolé aujourd'hui? Est-ce que vos collègues occidentaux vous manquent? La première question. On peut menacer tout le monde, mais il est inutile de menacer la Russie parce que cela nous donne de la force. Mais en fait, je ne me souviens pas d'un tel entretien avec Donald Trump. Aujourd'hui, la présidentielle américaine bat son plein et je vous appelle de ne pas traiter au sérieux de telles déclarations. Mais ce dont a parlé Donald Trump il y a peu, ce que j'entends, Donald Trump, il a parlé de sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en terme au conflit en Ukraine. Et je pense qu'il le dit de tout son cœur et je pense que de telles déclarations doivent être saluées, a priori. Et pour l'isolement, vous savez, nous recevons différents signaux de nos partenaires occidentaux. Nous n'avons pas renoncé au contact avec nos collègues occidentaux, mais lorsqu'ils disent que la Russie renonce à garder le contact avec les dirigeants occidentaux, notamment les dirigeants européens, je veux dire que ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais renoncé au contact avec nos partenaires occidentaux, et si quelqu'un veut rétablir les relations avec la Fédération de Russie, allez-y. Nous en parlons tout le temps, mais vous savez, nous ne nous imposons pas, nous continuons à vivre, nous nous développons, notre économie croît. L'année dernière, nous avons connu une croissance de 3,6%. Cette année, il y aura une croissance de 3,9%. Et l'économie de l'Union européenne est au bord d'une récession. Aux États-Unis, il y a une croissance, bien sûr, une croissance de 3%, 3,1%, 3,2%, ce qui n'est pas mal. Mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a des pénuries dans les domaines essentiels aux États-Unis. Il y a en déficit une pénurie dans le commerce extérieur. Il y a une pénurie. Il y a des problèmes avec la dette nationale. Nous avons aussi des problèmes, mais il est inutile de se confronter. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons résoudre nos problèmes. Et c'est ce que nous faisons au sein des BRICS. Encore quelques questions et nous allons terminer. Je vous prie de donner le micro aux invités africains. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en français. On peut traduire en anglais si c'est possible. Est-ce qu'il y a une interprétation française? Ok. Oui, bien sûr. Continuez. Je suis Doumbé, journaliste d'un média panafricain depuis le Cameroun, For You Media Africa. Monsieur le Président, nous revenons, mon équipe et moi, du Donbass. Et nous sommes en train de réaliser un documentaire dans le Donbass pour montrer les réalités. Et ce que nous avons vu, c'est que le Donbass parle à l'Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous savons que les États africains aujourd'hui sont victimes des groupes armés de terrorisme et de l'insécurité dans le but de déstabiliser les États africains. Monsieur le Président, on a vu la Russie également dans certains pays africains, tels que le Sahel, précisément l'AES. On a vu la Russie également en République centrafricaine, qui, après quelques mois seulement, contrairement à certains partenaires occidentaux qui ont fait des années,
La situation n'a pas été stabilisée, mais lorsque la Russie est arrivée quelques mois après, il y a eu une forme de stabilité. Là, nous sommes allés sur le terrain et nous avons vérifié, ce sont des faits. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la Russie, au sortir également d'un grand sommet du genre en parlant des BRICS, pour la Russie d'approfondir et d'élargir également ce type de partenariat, non seulement militaire, mais aller encore un peu plus en profondeur avec les États africains? Да, я полностью с вами согласен. Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'objectif de notre travail avec les pays des BRICS. Nous considérons que la création de plateformes d'investissement au sein des BRICS consiste l'objectif de notre travail et nous considérons que dans un avenir proche, j'en ai parlé à mes collègues, nous finalisons. Только что говорил о том, что по мнению наших экспертов, экономики таких стран, как Россия, les économies de tels pays, des pays tels que la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, que l'économie de ces pays vont se développer avec un bon rythme, qu'il y aura une croissance positive, mais il y a des régions du monde où, à notre avis, la croissance va se dérouler avec un très bon rythme. Il s'agit principalement des pays d'Afrique. Et c'est pourquoi, au sein des BRICS, nous nous sommes mis l'objectif de créer des plateformes d'investissement avec l'utilisation d'outils numériques modernes. Et pour créer un tel système, et nous pouvons le faire, et nous voulions justement créer une ambiance pour les investissements dans cette partie du monde, et notamment je pense ici à l'Afrique. Pourquoi nous le faisons? Je pense que beaucoup seront d'accord. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, dans ces pays, il y a une grande augmentation de la population. En Afrique, j'ai parlé hier au Premier ministre indien, en Afrique, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes chaque année. En Inde, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes. Et il en va de même pour l'Afrique. Et en Afrique, le niveau de l'urbanisation va augmenter. Les habitants de ces pays vont essayer de dépasser la qualité de vie des pays, disons, européens. Et tout cela, et d'autres facteurs également, tout cela indique que, et bien sûr, il y aura une accumulation des capitaux, et tout cela montre qu'il faut prêter une importance particulière à ces régions-là. Et avec nos collègues, nous essayons de créer un groupe de travail sur la base de la nouvelle banque de développement afin de créer un mécanisme d'investissement dans ces pays, d'investissement fiable dans ces pays, et tout le monde qui bénéficie de ces investissements vont bénéficier parce qu'ils vont avoir un retour sur les investissements. Mais pour ce faire, il faut créer des outils qui ne soient pas, qui ne dépendent pas des risques extérieurs. Il faut le faire et nous allons suivre ce chemin. Je vous remercie pour cette question importante. La dernière question. Je donne la parole à la BBC. Steve Rosenberg. La BBC, vous, je vous donne la parole, je vous en prie. J'ai lu la déclaration conjointe du sommet des BRICS. Là, il est écrit qu'il est nécessaire
d'instaurer la stabilité et la sécurité dans le monde. Il est dit également qu'il faut parvenir à un monde multipolaire et je pense que cela est important. Mais comment cela est lié à vos efforts, à vos actions, notamment avec le déploiement de vos troupes en Ukraine où est la stabilité? Parce que avant les événements de 2022, il n'y avait pas de bombardement de villes étrangères, il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de bombardement du territoire étranger. La dernière question, comment tout cela est lié aux déclarations du renseignement britannique selon lesquelles la Russie voulait déstabiliser les situations au Royaume-Uni? Où est la stabilité? Je vais commencer par la sécurité de la Fédération de Russie. Pour moi, c'est le plus important. Vous avez évoqué les drones, vous avez évoqué les bombardements. Oui, c'est ça, c'est quelque chose de nouveau, mais la situation est différente. La situation est telle que nos propositions insistantes, nos propositions d'améliorer les relations avec les pays occidentaux, ces propositions ont été rejetées. Je peux vous le dire avec certitude. Ils nous ont toujours ils ont toujours renoncé à rejeter nos propositions et cela aurait entraîné le fait que la Russie deviendrait un pays dépendant des pays occidentaux. La Russie aurait perdu sa souveraineté dans ce cas-là. Mais la Russie ne peut pas exister dans ces conditions-là. La Russie ne peut pas exister si elle perd sa souveraineté. Et là, je pense c'est important. Et la volonté de renforcer sa souveraineté dans l'économie, dans la politique, veut dire augmenter notre sécurité et notre stabilité. Cela veut dire que des conditions sont créées afin que la Russie existe en tant qu'État indépendant. Et avec les partenaires que nous avons au sein des BRICS, avec les partenaires qui respectent l'indépendance de la Fédération de Russie, qui respectent nos traditions, qui nous respectent, nous traitons ces partenaires de la même manière. En ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le développement, regardez, vous savez, j'ai quelques idées à ce sujet et je vais essayer de vous répondre. Qu'est-ce que cela veut dire, la stabilité dans le domaine du développement? Écoutez, il y a eu des événements de la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je tiens à attirer votre attention et je tiens à attirer l'attention de tous les représentants des médias à ce fait. À cette époque-là, aux États-Unis, on a procédé à une émission de 6 000 milliards de dollars, tandis qu'en Union européenne, on a procédé à une émission de 3 milliards de dollars. Et tout cet argent a été utilisé au marché européen et occidentaux pour acheter notamment des vaccins qui sont détruits aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne parce qu'ils sont expirés. Et donc, après cela, il y a eu une inflation alimentaire et une inflation en général. Et qu'est-ce qu'ont fait les premières économies du monde? Ils ont abusé leur position exclusive dans l'économie mondiale. Ils ont juste imprimé ces dollars et ensuite ils ont acheté tous les articles essentiels du marché.
Ils ont imprimé plus d'argent qu'ils gagnent. Et ce n'est pas juste, nous considérons que cela n'est pas juste et nous voulons justement changer les situations et c'est ce que nous faisons au sein des BRICS. Et en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la sécurité de la Fédération de Russie, je comprends ce que vous voulez dire. Mais est-ce que cela est juste sur le plan sécuritaire d'ignorer nos propositions, nos adresses à nos partenaires occidentaux, nos propositions de ne pas élargir l'OTAN? Et ils nous ont menti, ils nous ont promis de ne pas élargir l'OTAN, mais ils le font d'eux-mêmes. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Est-ce juste de créer des bases militaires en Ukraine? Est-ce juste de mener un coup d'État dont j'ai parlé en répondant à la question de votre collègue? Est-ce juste de mener un coup d'État en violation de tous les principes du droit international? Est-ce juste de financer un coup d'État dans un autre pays? Est-ce juste de favoriser la phase chaude du conflit? Est-ce juste sur le plan sécuritaire? Est-ce juste de violer les engagements pris dans le cadre de l'OSCE lorsque tous les pays ont signé un accord dans lequel il est dit que les pays ne peuvent pas agir au détriment des intérêts d'autres pays? Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il ne faut pas le faire parce que cela nuit à nos intérêts. Mais quand même, ils ont élargi l'OTAN. Ce n'est pas juste et nous voulons justement changer la situation et nous allons parvenir. Et la dernière question est en ce qui concerne les renseignements britanniques. Oui, merci. Merci d'avoir évoqué cette question. C'est absurde. Vous savez, ce qui se passe dans les rues de certaines villes européennes, c'est justement le résultat de la politique de ces États. J'ai déjà dit que l'économie de l'Union européenne est au bord de la récession. Même s'il y a une croissance de 0,3, 0,5%, c'est une croissance qui est due au tourisme et à d'autres domaines de l'économie. Nous n'avons rien à voir avec cela. Les pays européens ont renoncé à nos vecteurs énergétiques, mais nous ne renonçons pas aux vecteurs énergétiques. Et bien sûr, vous savez, il existe un gazoduc Nord Stream et il suffit juste de laisser passer du gaz via ce gazoduc. Mais ils ne veulent pas le faire et des domaines entiers de l'économie allemande sont désormais dépendants des États-Unis. Et il faut le dire que nos vecteurs énergétiques, ils sont plus bon marché parce qu'il y a des différences dans l'économie, il y a également des taxes, mais cela, bien sûr, cette politique provoque une réaction parce que cela diminue la qualité de vie de la population. C'est évident parce que nous pouvons le dire conformément aux statistiques, mais nous n'avons rien à voir avec cela. Ils essayent juste de nous culpabiliser, ils veulent juste nous rendre coupables de leur politique et de leurs échecs dans l'économie et dans la politique. Vous savez, pour les experts, ce sont des faits évidents. Mais en Europe et aux États-Unis, on abuse et on continue d'abuser. L'agenda climatique, l'agenda environnemental
ils agissent sans fondement, ils ferment les installations qui sont liées à l'énergie nucléaire, ils ferment les installations qui sont liées aux hydrocarbures en général, parce que, vous savez, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut se passer de ces hydrocarbures? Non, l'Afrique, elle ne peut pas le faire et l'Afrique ne peut pas s'en passer, mais on essaie d'imposer à l'Afrique ses marchés, on essaie d'imposer des vecteurs, bien que modernes, mais des vecteurs qui ne sont pas efficaces. Ils ne peuvent pas acheter ces vecteurs énergétiques, donc donnez-leur de l'argent pour acheter ces vecteurs énergétiques. Je pense qu'il s'agit au titre du néocolonialisme, parce qu'on essaye de mettre ces pays en dépendance des crédits occidentaux. Et on donne des crédits, on donne ces prêts, mais ce sont des crédits avec des taux d'intérêt exorbitants. Et donc, vous savez, il faut, avant toute chose, analyser la politique de ces pays occidentaux dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et bien sûr, ces pays, ils ont peur que la situation ne s'aggrave à l'Union européenne. Et cela a entraîné également des conflits au Proche-Orient. Mais nous n'avons rien à voir avec cela. Ce sont les pays occidentaux qui ont entraîné cela et nous sommes prêts à l'aggravation de notre confrontation. Et je prie les pays occidentaux à y réfléchir. Monsieur le Président, nous avons encore quelques minutes. Permettez-moi de donner la parole aux médias russes du Tatarstan. Nous allons faire comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 questions. Commençons par les rangs à gauche. Et je donne la parole aux jeunes femmes. Arish Mohamed, correspondante de Sky News Arabia. Monsieur le Président, dites-nous s'il vous plaît, il y a plusieurs messages selon lesquels la Russie peut soutenir l'Iran au cas où Israël attaque l'Iran. Comment trouvez-vous de tels messages? Est-ce que ces messages sont réels? Est-ce que la Russie envisage d'aider l'Iran compte tenu de la situation au Proche-Orient? Bien sûr, je comprends ce qui se passe dans la région, c'est extrêmement dur, mais la Russie n'est pas intéressée à une aggravation du conflit. D'un point de vue stratégique, nous n'y gagnerions rien. Nous ne voyons que des problèmes. Pour ce qui est de l'aide à l'Iran, ou l'aide de l'Iran, nous sommes en contact avec les Iraniens, et ça se comprend, même en contact étroit, et nous voyons notre rôle comme créateur de conditions pour régler la situation et sur la voie d'un compromis réciproque. Il me semble que c'est possible. Personne, en réalité, dans la région, et les sommets des BRICS l'ont montré, personne ne veut une aggravation du conflit et davantage de guerre. Personne. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, allez-y. C'est... Monsieur le Président, je suis venu du Kyrgyzstan. Je représente non seulement... je représente Transitalie-Asie. Je vous félicite pour la conduite du sommet des BRICS, merci. Et je crois que tout le monde est envieux d'être président de la Fédération de Russie sur le globe. Aujourd'hui, tout ce qu'ont fait les Occidentaux, c'est fini par un fiasco. Votre position politique est soutenue par 35 pays du monde. Oui, il y a eu la présence d'Antonio Guterres et autres organisations internationales. Ici, à Kazan, a eu lieu un sommet historique
Et le monde unipolaire ne peut plus tenir ses positions. Les BRICS ont soutenu des questions. Malgré tout ce qui s'est passé, Israël ne peut pas ne peut pas ignorer les résolutions de l'ONU. Et j'ai une question et une proposition. Pour ce qui se passe dans au Golfe Persique, nous avons... est-ce que ceci doit faire obstacle? Est-ce que les États-Unis doivent faire obstacle? Il y a la question, bien sûr, des navires et d'autres éléments. Il s'agit d'aider l'Iran, la Palestine et le Liban. Simplement, les Israéliens vont l'arrêter. Et la deuxième question, Monsieur le Président. Les États-Unis d'Amérique et l'Occident font en sorte que le président Poutine refuse les négociations. Et Zelensky a posé ses exigences. Mais allons-nous rester dans cette situation? Ça, c'est ma deuxième question. Et troisième question, excusez-nous, par respect pour les autres, s'il vous plaît. Écoutez, les collègues viennent de nous parler de nos relations avec l'Iran et de l'aide à apporter. Pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient, aujourd'hui j'ai parlé et je veux le répéter, je pense que sur la Terre il n'y a personne d'autre qui est totalement aussi désolé que moi de voir ce qui se passe à Gaza, surtout auprès des femmes et des enfants. Donc, notre opinion est connue, nous cherchons à sortir de cette situation et cela ne peut se faire par l'élimination des raisons. Et la raison principale est l'absence d'un État palestinien de plein droit, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité à ce sujet. Nous devons travailler avec tous pour ne pas permettre une aggravation du conflit, y compris et nous le faisons avec Israël, nous avons reconnu comme terroristes les attentats du 7 octobre et nous avons analysé la situation et nous pensons que la réponse d'Israël est totalement disproportionnée, mais nous travaillons avec tous pour parvenir à une solution. Ensuite, il y a la question du Liban. Tout ceci est possible, bien sûr, mais nous devons être attentifs parce que, bien sûr, j'ai peur de dire quelque chose de malheureux qui pourrait aboutir à une aggravation du conflit. Mais c'est très important. Pour ce qui est des négociations avec l'Ukraine, j'en ai parlé à plusieurs reprises, nous remercions le président de la Turquie, M. Erdogan, qui nous a offert un lieu de négociation pour les deux délégations. Au cours de ces délégations, donc fin 2022, nous avons obtenu un document, un accord de paix. Les Ukrainiens l'ont paraphé et ensuite, ils ont refusé. Et plus récemment, la Turquie, donc l'assistant de M. Erdogan, depuis New York, nous a appelé en disant qu'il y avait de nouvelles propositions de négociation. Et j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Le jour suivant, le régime de Kiev a dit qu'il n'y avait aucune négociation possible. Et nous avons dit aux Turcs, merci les enfants de votre
de votre proposition, mais il faut savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Donc, notre position est connue. Et nous savons maintenant que l'Ukraine veut un plan, mais un plan de victoire, très très bien. On a vu ce qu'a donné la contre-offensive. Je crois que ça a coûté 60 000 hommes. Et pour ce qui concerne ces derniers mois, il y a eu Koursk, il y a eu la région de Koursk. Et je crois qu'on est à 26 000 hommes hors de combat. Et avec des pertes techniques, donc l'année dernière, je crois qu'ils ont perdu la contre-offensive. Je crois que c'est 18 000 machines, peut-être que je me trompe. Mais donc, voilà, aujourd'hui, plutôt que de donner ces chiffres, eh bien, il vaudrait mieux se baser sur les réalités en s'appuyant sur ce qui se passe sur le terrain, se mettre autour de la table des négociations et conduire ces négociations. Ils ne veulent pas, le régime de Kiev ne veut pas, et je pense qu'ils ne veulent pas parce que... Mais je pense que des négociations de paix aboutiraient à l'annulation de la situation militaire. Et je crois que le président n'y est pas prêt. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonsoir. À quoi êtes-vous prêt pour que prenne fin la guerre en Ukraine? Et à quoi vous n'êtes pas prêt? Merci. Le président. Je viens de le dire. Nous sommes prêts à examiner toute proposition d'accord de paix qui se base sur les réalités du terrain. Et nous ne sommes prêts à rien d'autre. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'exprimer en arabe, si c'est possible. Les BRICS ont surmonté l'étape où les BRICS n'étaient qu'une plateforme. Est-ce que maintenant on peut parler d'une administration centrale? Je pense que l'étape actuelle des BRICS a besoin d'une instance centrale pour servir de centre de contact dans le monde entier. Et peut-être le pays qui préside aujourd'hui les BRICS, eh bien peut-être que le prochain président sera moins efficace à ce sujet. Et maintenant, nous aimerions savoir si la Russie est prête à créer un mécanisme de coopération avec ses partenaires. Est-ce que la Banque centrale ou une autre banque pourra travailler avec d'autres banques d'autres pays? C'est pourquoi peut-être il faudra créer des fonds liés aux investissements réciproques. Et ma dernière question. Vous avez examiné les questions liées à l'adhésion de l'Arabie saoudite, n'est-ce pas? Pour ce qui est du travail de l'organisation des BRICS, oui, bien sûr. C'est maintenant une organisation, c'est un fait, et vous avez absolument raison. Il faut structurer les travaux de cette organisation, et avec nos collègues, nous allons y réfléchir et nous nous occupons de cette question. Mais pour chaque pays, eh bien, elle doit être autosuffisante.
et elle doit s'appuyer sur sur le développement et sur l'union. Donc, dans le travail des BRICS, eh bien, nous ne voulons pas trop bureaucratiser le travail des BRICS. Nous ne voulons pas des fonctionnaires qui vont aller travailler dans des super voitures avec d'énormes salaires, un siège luxueux et tout ça. Mais vous avez raison, il faut maintenant structurer notre travail, nous y réfléchissons. Pour ce qui est des banques, nous avons la nouvelle banque du développement, elle est encore petite, elle finance 100 projets à hauteur de 32 milliards de dollars. Mais pour ce qui est du processus d'investissement, ça c'est quelque chose de très important. Avec des pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l'Inde ont des possibilités de manière fiable, d'investir de manière fiable et de permettre à ces marchés de se développer. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Voilà donc où se situe notre proposition de création de cette banque. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, oui, bien sûr, nous sommes en contact. C'est nous sommes amis. Le prince est notre ami. Et le roi est notre ami. Et nous espérons que le travail donnera ses fruits. Allez-y, la demoiselle. Allez-y. Je vois qu'il y a quelque chose de dessiné. Alors, j'aimerais m'exprimer en portugais, si c'est possible. Et je m'appelle Bianca, je suis correspondant de Globa News. C'est le principal réseau de télévision au Brésil. Pour ce qui est du Venezuela, hier, vous avez remercié le président Nicolás Maduro de tous les efforts qu'il a faits, y compris de sa participation aux BRICS. Mais le Brésil est contre. J'aimerais savoir de quel côté est la Russie. Est-ce que le Venezuela pourrait entrer dans les BRICS malgré l'opposition du Brésil? Et une question maintenant sur l'Ukraine. Vous avez également remercié le Brésil et la Chine des efforts pour arriver à une solution politique au conflit en Ukraine. Et j'aimerais vous demander, sur une échelle d'1 à 10, quelles sont les chances, à combien évaluent les chances que vous connaissiez le succès en Ukraine? Ou est-ce que tout ça, des négociations sont impossibles? Vous savez, pour ce qui est des chances, dit le président, il est difficile de compter les points. Je ne veux pas être vulgaire, mais les tentatives de négociation ont connu le refus, je l'ai dit. J'ai parlé de mon appel avec le président de la Turquie depuis New York. Et il y a également la situation en mer Noire. Il faut garantir la liberté de navigation et la sécurité. Nous avions signé des accords. Et il y a des accords et nous étions mis d'accord, notamment sur les sites nucléaires, la sécurité des sites nucléaires. Et publiquement, après, les Ukrainiens ont dit qu'il n'y avait pas eu d'accord. Vous nous faites des propositions qui ne sont pas suivies. On se met d'accord et ensuite les accords ne sont pas suivis des faits. Mais comment peut-on comprendre cela? C'est difficile de travailler avec ses partenaires. Et donc il est très difficile de mettre une note de 1 à 10. Les dirigeants ukrainiens se conduisent de façon totalement irrationnelle.
Je parle de ce que je connais. Mais bon, il y a la provocation dans la région de Koursk. Il y a l'ingérence aussi dans le processus électoral des élections américaines. Donc, tout ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix, y compris au prix de la vie de leurs soldats. Il faut travailler dans l'intérêt des Ukrainiens, du peuple ukrainien. C'est pourquoi il est très difficile, pratiquement impossible, d'évaluer les chances. Maintenant, pour ce qui est du Brésil, et de ce qui se passe, et de ce que pense le Brésil au sujet de ce qui se passe au Venezuela, nous connaissons la position du Brésil. Elle ne correspond pas à la nôtre. Nous en avons parlé ouvertement par téléphone avant-hier avec le président du Brésil, avec qui j'ai une bonne relation d'amitié. Le Venezuela se bat pour sa souveraineté et son indépendance. Et le leader de l'opposition a dit que devant Dieu, il se considérait comme le président. Est-ce que ça vous fait rire? Et nous avons discuté de cette situation avec les États-Unis. Alors, ils soutiennent l'opposition et continuent de la soutenir. Et il est clair que ce n'est pas vrai. N'importe quelle personne peut sortir et raconter n'importe quoi et dire qu'il est le pape. Mais il y a des procédures, il y a eu des élections et nous pensons que le président Maduro a gagné honnêtement les élections. Il a formé un gouvernement et nous souhaitons à ce gouvernement plein succès. Et je compte beaucoup sur le fait que le Brésil et le Venezuela tiennent des discussions bilatérales et puissent restaurer leurs relations. Je sais que le président Lula est quelqu'un de très honnête et je suis certain que avec des positions objectives, eh bien, la situation pourra se résoudre. Il m'a demandé de transférer un certain nombre de choses au président du Venezuela et j'espère que cette situation va s'arranger. Maintenant, pour ce qui est de l'accession du Venezuela, eh bien, ça se passera comme pour les autres États, dans l'accession aux BRICS. Je veux simplement dire que ce sera possible que par consensus. Pour accepter un candidat dans l'organisation, dans l'Union des BRICS, il faut l'accord de toutes les parties à cette union. Donc sans cela, eh bien, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci, ne m'en veuillez pas, mais mes collègues, ils attendent des rencontres bilatérales. Merci, désolé, ne m'en veuillez pas. Merci.